international des conférences, table ronde organisée par la CCAF, et c'était sur la mondialisation. Nous avions déjà évoqué hier soir cet aspect de révolution digitale, et on avait promis de revenir avec davantage de temps ce matin sur la question. Alors, je vous laisse vous introduire rapidement cette double thématique qui se rejoint finalement, et puis par la suite, nous allons au fur et à mesure essayer d'en comprendre davantage. Emmanuel Chiffre. Merci. Alors d'abord, merci beaucoup de votre invitation. On est très heureux et très flattés d'avoir été conviés à cette conférence. Alors, il y a Jean-Marc qui connaissait Alger, Nicolas et moi, on ne connaissait pas. On est tombé immédiatement sous le charme. C'est vrai que c'est vraiment extrêmement attachant et merveilleux d'être ici. Alors nous, on n'est pas venus pour rien, c'est-à-dire qu'on est venus pour répondre à la seule question qui compte vraiment aujourd'hui, qui est la question, j'ai envie de dire la question à 750 milliards de dollars, parce qu'un point de croissance mondiale, ça fait... Non mais la croissance mondiale, c'est 75 000 milliards. Voilà, donc moi, la question, c'est est-ce qu'on entre, comme les optimistes nous le disent aujourd'hui, comme les technophiles nous le disent, est-ce qu'on est à l'aube d'une formidable période de nouvelle croissance, ou bien est-ce que, contrairement à ce que nous disent d'autres économistes plus pessimistes, est-ce que nous sommes entrés au niveau mondial dans une longue période de stagnation, et donc c'est en toute modestie ce débat qu'on va essayer de trancher ce matin. Voilà. Donc, alors moi je vais juste vous exposer un petit peu les deux thèses en présence, et puis après on discutera évidemment, parce que la grande question c'est effectivement de savoir si cette révolution, comme on l'a connue peut-être une dizaine seulement dans l'histoire de l'humanité, cette révolution digitale, elle est aussi importante peut-être que l'invention de la roue, le métier à tisser, la machine à vapeur, l'électricité, etc. Et en gros, est-ce que cette révolution qui nous rend plus intelligents, est-ce qu'elle va générer les mêmes gains de productivité, le même bien-être que la révolution qui nous a rendu plus forts physiquement? Et donc, alors à ça, on va commencer par les pessimistes qui vous disent quoi? Qui vous disent que finalement, cette troisième révolution industrielle, par rapport à la deuxième qui était la vague d'innovation qui est apparue finalement dans le dernier tiers du 19e siècle, et qui s'est prolongé jusqu'au début du XXe avec l'électricité, l'eau courante, le moteur à combustion. N'oubliez jamais l'importance de l'eau courante, hein, la révolution qui a été l'eau courante dans la vie quotidienne, ce que ça a apporté comme gain de productivité, et qui nous disent cette troisième révolution industrielle, finalement, d'abord, elle ne se voit pas dans les chiffres. Aujourd'hui, c'est ce que nous disait Robert Solow déjà dans les chiffres de productivité, et puis de surcroît, cette nouvelle vague d'innovation, elle doit faire face à des vents contraires qui, au contraire, étaient plutôt des vents qui étaient porteurs il y a un siècle. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, vous aviez une élévation sans précédent du niveau d'éducation, ça n'est pas le cas globalement aujourd'hui. Vous aviez une démographie qui était galopante, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un vieillissement, on a un accroissement des inégalités, on a des dettes de plus en plus lourdes, et donc ces gens comme Robert Gordon ou comme Tyler Cowen vous disent non, finalement, toutes ces tendances font qu'on rentre dans une longue période de stagnation. Et puis l'autre école, c'est au contraire les optimistes qui nous disent d'abord, attendez, là, vos économistes du XXe siècle, ils n'ont rien compris parce que d'abord, on n'arrive pas à mesurer aujourd'hui les gains de productivité et les gains d'efficacité que génère cette révolution digitale. Donc il y a un véritable enjeu autour du niveau, autour de l'évaluation de ces effets. Et il y a un problème notamment sans doute avec la mesure des prix, des volumes, des gains de productivité, comment effectivement se retrouver dans les chiffres faibles de gains de productivité qu'on a aujourd'hui, quand vous voyez qu'avec votre seul smartphone, vous avez à la fois un téléphone, une calculatrice, une lampe de poche, une télé, etc. etc. Donc voilà. Et puis, il y a surtout, beaucoup plus puissant, le fait que le rythme des innovations ne ralentit pas. Hein, alors c'était la fameuse idée que la loi de Moore, c'est cette loi selon laquelle la capacité du double tous les 18 mois à prix constant. La loi de Moore, ça fait 40 ans qu'elle ne devrait plus fonctionner et elle fonctionne quasiment toujours aujourd'hui. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu également. Troisième argument des optimistes, c'est de dire, mais attendez, d'abord, toutes ces technologies, ça met du temps à se diffuser, et on n'a pas vu encore tous les bienfaits que ça génère, et donc ça va revenir. Donc je m'arrête là pour ce propos introductif, volontairement, ne tranche
pas le débat, mais voilà, mes petits camarades, chargés de suivre. Alors, je voudrais que, moi j'aimerais déjà tendre le coup à une idée reçue que partout le régulateur et la puissance publique se dit que d'une manière ou d'une autre, elle va pouvoir ralentir l'histoire. Alors on cherche partout à mettre le numérique en examen. On a essayé ici et là, dans certaines catégories très particulières, comme les chauffeurs de VTC ou les livreurs, de requalifier des emplois en contrat de travail, considérant qu'il y avait une subordination évidente de celui qui travaille pour une plateforme aux conditions dictées par la plateforme. Il y a eu quelques cas où ça s'est avéré, où effectivement il peut y avoir des requalifications en contrat de travail. On essaye par tous les moyens de créer des freins pour que Airbnb ne mette pas trop en difficulté les réseaux hôteliers des grandes villes. Donc on limite le nombre de unités, on essaye de créer des numéros d'immatriculation, mais fondamentalement c'est une lame de fond. Et une lame de fond, on ne mettra pas le numérique en examen, ça vous donne la conviction. On reviendra effectivement sur cette notion des athées, parce que moi c'est vraiment une religion, j'ai l'impression. Cette histoire, comme on la vit actuellement, automatiquement on la vit de manière passionnelle, parce que c'est maintenant. Alors vous avez effectivement les athées et les croyants. Et vous avez les athées qui vous disent on va tous mourir. Ça c'est évident, c'est terminé. C'est la stagnation séculaire que Emmanuel a commencé à décrire, qu'elle soit portée par l'ancien conseiller économique de Bill Clinton, Larry Summers, qui lui dit que de toute façon il y a de l'argent, il y a des liquidités, mais ça va aller en épargne, il n'y aura plus de demande. Ou qu'elle soit portée par Robert Gordon, qui en 2012 nous dit que plus jamais l'Amérique ne connaîtra effectivement les phases d'expansion qu'elle a connues, que la dernière innovation de rupture, c'est l'iPhone en 2007, et que depuis l'iPhone, il n'y a absolument rien eu. Absolument rien eu. Et vous lui parlez par exemple de la voiture autonome, il va vous expliquer que la voiture autonome, ça reste 4 roues, avec une caisse de métal. Et fondamentalement, c'est une innovation de process, mais plus une innovation de rupture, donc c'est un peu l'école où on va tous mourir. À mon avis, il ne faut pas être dans une chapelle ou dans une autre. Je pense que véritablement, il y a des éléments d'équilibre à observer. Alors, il est vrai qu'on a vécu par le passé la révolution de la Terre, et donc le travail de la Terre. On a vécu ensuite la révolution industrielle, on a travaillé la matière, et là on est dans une nouvelle révolution industrielle un petit peu particulière. Parce que finalement, la matière première, c'est le temps. Et autant on a pu doubler le salaire des ouvriers en 20 ans en plein milieu des 30 glorieuses, autant une journée de 24 heures, elle ne fera jamais 34. Et donc il y a des gens qui se demandent où est leur place dans cette nouvelle société où elle est drivée par les services et où on vend du temps. Et fondamentalement, devant tous ceux qui ont des certitudes, j'ai la perception que c'est le consommateur qui de toute façon fera le choix définitif à l'arrivée. Alors il est certain qu'il y a des emplois qui vont disparaître et qu'il y a des secteurs qui vont résister. On a vu effectivement les fabricants de chandelles qui voulaient tuer les fabricants d'ampoules, ils n'y sont pas arrivés. Les fabricants de fiacres qui voulaient tuer les fabricants d'automobiles, ils n'y sont pas arrivés. Est-ce qu'on veut supprimer la moissonneuse-batteuse pour avoir à nouveau des faucheurs? Est-ce qu'on supprime la photocopieuse pour avoir à nouveau des dactylos? Est-ce qu'on décide qu'on va réhabiliter les cartes routières en format papier parce que finalement les GPS font de l'ombre? Voilà, il y a des quantités de situations où l'évidence de l'histoire nous dit non, il y a une lame de fond, il faudra vivre avec, c'est obligatoire. Puis vous avez effectivement tous ceux qui tentent de résister. Alors, à mon avis, cette espèce de phase d'innovation, elle se passe en 3 phases, même si le bilan est. C'est pas possible de tirer un bilan. Vous avez d'abord effectivement une innovation qui arrive et qui fait un strike absolu dans des pans entiers de l'économie qui existaient. C'est Airbnb pour l'hôtellerie, ce sont les VTC, peut-être pour les taxis. On voit que les auto-écoles en France sont en train de résister. Arrive une formidable phase de profit qui va se concentrer dans les mains de quelques-uns. Et c'est ce à quoi on assiste, ce qui est mis en exergue par des ONG anticapitalistes comme Oxfam, avec des chiffres un petit peu fantasmatiques qui sont jetés en pâture avec l'opinion qui ne sait pas trop à quoi ils correspondent et qui a envie de croire le message parce que sa simplicité et son évidence semble-t-elle qu'évidemment c'est vrai. Et puis ensuite, selon toute bonne vieille théorie économique, et là je pense que le professeur Jean-Marc Daniel sera de mon avis, arrive le moment où les gains de productivité vont se diffuser. Et comme disait Emmanuel, la difficulté c'est qu'on avait un calcul des échanges et un calcul de la croissance qui repose sur des biens physiques, et qu'aujourd'hui les gains de productivité de l'économie du numérique, les gains de productivité d'une économie de services sont beaucoup plus difficiles à estimer, à projeter et à affiner, ce qui veut dire qu'effectivement, quand vous êtes tout petit peu croyant sur le fait que ça va bien se passer, trouver les arguments immédiats et efficaces pour convaincre tout le monde, c'est pas évident. Je passe la parole à Jean. Bien, merci. Je vais apporter 2 ou 3 éléments par rapport à ce qui est dit. D'abord, je remercie de m'avoir invité dans cette école où j'ai effectivement donné des cours. Et avant de partir, en général, j'allais vérifier à la bibliothèque s'il y avait mes manuels. Alors, je n'allais pas le faire cette fois-ci parce que soit ils y sont encore et ça veut dire que plus personne ne s'en sert, soit ils n'y sont plus et ça veut dire qu'on les a jetés. Et donc, je ne vais pas aller vérifier ce genre de choses. Mais si je vais... Ça veut dire qu'on les regarde sur notre disque.
Et si j'allais à la bibliothèque, parce que c'est toujours agréable dans une bibliothèque, c'est un lieu où souffle l'esprit. Et le progrès technique ne consiste pas à détruire ce qui a été fait précédemment, mais à le compléter. Et donc, quand on fait des études, il faut savoir aller aussi à la bibliothèque et pas se contenter du smartphone. Et donc, j'espère et je pense qu'il y a à la bibliothèque le livre de Nicolas Grégory Manutian. Ceux d'entre vous qui apprennent l'économie, qui ont envie de connaître l'économie, et surtout qui veulent confronter leur savoir à celui des autres étudiants de la planète entière, doivent un jour avoir manipulé le Nicolas Grégory Manutian. Nicolas Grégory Manutian, il a succédé comme référence intellectuelle dans l'enseignement de l'économie à Samuelson, et Samuelson reprenait les thèses qui étaient celles de Alvin Hansen, dont indirectement a parlé Emmanuel Schick quand il a parlé de stagnation séculaire. Puisque Alvin Hansen, qui est l'inventeur du modèle ISLM, pour ceux d'entre vous qui ont suivi les cours d'économie assez approfondis, Hansen était persuadé qu'effectivement, il a écrit ça en 1948, le monde rentrait dans une période de stagnation séculaire. En 1948. Et que le seul acteur économique capable de corriger ça, c'était l'État. Que l'État allait pouvoir, en acceptant des périodes de déficit, corriger l'accumulation de stagnation séculaire. Et donc, c'est ce que raconte effectivement, plus ou moins, le livre de Samuelson, avec une évolution dans le temps. Il ne dit pas la même chose dans le premier, dans la 20e édition, puisqu'il a édité. Ce que dit Nicolas Grégory Manutian, c'est que tout ça, maintenant, est obsolète. C'est que le bilan du XXe siècle, c'est qu'un certain nombre d'idées doivent être revues et caractérisent la pensée économique mondialisée au travers de 10 principes. Et dans ces 10 principes, il y en a 2 qui sont importants, à mon avis. Le premier, c'est que le mode d'organisation naturel de l'économie, c'est la concurrence. Et le deuxième, c'est que l'État n'est pas inutile, pourvu que l'État comprenne exactement ce à quoi il peut servir. Or, ce qui se passe en ce moment, dans les mutations technologiques, alors effectivement, il y a de la croissance, il y a de la croissance, on va parler de point de croissance, ça fait 750 milliards de dollars. Il y a de la croissance en ce moment à la surface de la planète. Elle était de 3,9% l'année dernière, on anticipe à 3,5%. Mais cette croissance, elle est la combinaison de plusieurs facteurs. L'effet de rattrapage d'un certain nombre de pays. L'Éthiopie, qui est le pays qui a le plus de croissance, c'est un pays qui est en rattrapage. 10% de croissance en Éthiopie, ça n'a pas le même sens que 1% de croissance en Allemagne. On ne s'adresse pas à un même type d'économie. Il y a des effets de cycle dans le temps. Il y a des périodes d'accélération de la croissance et de ralentissement de la croissance. Et puis il y a cette mutation technologique qui est un peu au centre de notre débat. Et cette mutation technologique, effectivement, l'impact est difficile à mesurer, parce qu'on manipule de plus en plus de symboles, et parce qu'ensuite, la question qui se pose, et là on rejoint ce que disent les économistes, c'est est-ce que l'on est en phase d'invention ou en phase d'innovation? Je vous rappelle qu'une invention, c'est une capacité technologique accrue qui permet effectivement à une société de produire de nouveaux objets. Sauf qu'il se trouve que ces objets ne correspondent pas forcément aux besoins de la population. Il y a des gens qui, au XIXe siècle, étaient fascinés par l'acétylène, et plus personne ne sait ce que c'est que l'acétylène. Il y a des gens aujourd'hui qui sont passionnés par l'A380, et dans 6 mois, plus personne ne saura ce que c'est que notre avion A380. Dans ma génération, en France, il y a des gens qui étaient fascinés par le Minitel, et pour les 10 ans du Minitel, à l'occasion de la petite cérémonie, il y avait quelqu'un qui avait constaté que certes, tout le monde enviait le Minitel, mais personne ne l'achetait. Et donc, une invention, c'est une prouesse technologique. C'est des cheminées qui fument, des usines, des tonnes d'acier dont on aligne des statistiques, et des objets dont personne ne veut. Une innovation, c'est quelque chose qui va correspondre aux attentes de la population. C'est-à-dire, c'est une combinaison entre du progrès technologique qui n'est pas forcément de très haut niveau et une amélioration objective des conditions de vie de la population. Alors, on a parlé de Gordon, des disciples de Gordon, les amis de Gordon, c'est Larry Summers, qui a été secrétaire au trésor de Bill Clinton, et Larry Summers, c'est aussi le neveu de Samuelson, dont je parlais tout à l'heure, et de Kenneth Arrow, qui est un autre innovateur d'économie. Et Larry Summers dit, une innovation, c'est la salle de bain. Il dit, quand j'avais 15 ans, quand j'habitais à Manhattan, bref,
il y avait énormément d'appartements qui n'avaient pas de salle de bain. Aujourd'hui, on ne conçoit pas de livrer un appartement dans Manhattan sans qu'il y ait une salle de bain. Et il dit sur le plan technologique, c'est pas du digital, c'est pas des nouvelles technologies, c'est de la physique du XVIIe siècle. C'est la capacité par le système marchand d'avoir récupéré un état des technologies du XVIIe siècle pour répondre à une attente des consommateurs et de la population. Et donc je pense que le vrai enjeu dans ce qui se passe, c'est est-ce que les mutations technologiques que nous vivons sont des inventions ou des innovations? Ce que mettent en avant les gens comme Robert Gordon, c'est qu'on, et d'ailleurs Larry Summers, puisque Larry Summers dit c'est très performant, hein, tous ces ingénieurs sont des génies, tous ces trucs, mais il vaut mieux avoir de la physique du XVIIe siècle et des salles de bain que leur génie et des choses dont on n'a rien à foutre. Et donc le véritable enjeu, c'est est-ce que ces innovations correspondent effectivement à une attente de la population? Alors moi je pense que oui, parce qu'elles apportent une chose de bien devant Nicolas Kakoui Mathieu. C'est-à-dire que l'économie, c'est de la concurrence, de la dynamisation par la pression concurrentielle sur chaque entrepreneur, et que ces innovations, on en a parlé avec Airbnb, on en a parlé avec Uber, et tout ça, elles ont comme caractéristique de renforcer la concurrence. Et donc on rentre dans un monde qui va être de plus en plus concurrentiel, où il va y avoir, à mon avis, deux enjeux, et on va revenir là-dessus. Je pense que le premier enjeu, c'est que vont faire les États. À partir du moment où le véritable outil n'est plus entre leurs mains, puisque la concurrence à leur extérieure, comment ils vont se comporter face à la concurrence, et comment ils vont intégrer leur stratégie par rapport à cette concurrence. Et le deuxième enjeu, c'est comment on va solder la période antérieure. C'est-à-dire que si on a une période de croissance qui commence par gain de productivité par concurrence, ça veut dire que, et là aussi Nicolas en a parlé, ça veut dire que les gains de productivité vont se répercuter sous forme de baisse de prix. Et quand les prix baissent, les gens qui sont endettés souffrent. Donc comment est-ce qu'on va solder, dans la phase d'innovation actuelle, le stock de dette? Donc on rentre pour moi dans une phase d'innovation dont la traduction sera concurrentielle, qui répondra aux besoins de la population et qui posera deux questions. Que faire des États? Que faire des dettes? On va bien se tenir, on va écouter la question. Et je plein de remarques. Mais t'es insupportable. Alors, vous avez compris pourquoi on leur a donné un seul micro. Ça aurait été ingérable. Chacun avec son micro, ça aurait été ingérable. Alors, d'abord, j'aimerais bien ouvrir le débat, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, donc s'il y a des questions dès maintenant, est-ce qu'il y a une question éventuellement qui... Moi j'en profite pour dire un petit truc, en attendant la question. Juste quand il parlait de Larry Summers et de l'histoire de salle de bain, il avait une formule assez choc quand il s'exprimait devant les gens. Il disait, tiens, dans cette salle, qui est prêt à renoncer soit à l'eau potable, à l'eau courante, soit à son smartphone? Et là, tout le monde se dit, mince, à quoi je renonce? Et c'était assez bien fait. Non, parce qu'on a juste le temps que vous prépariez vos questions. Alors moi, pour le coup, je pense qu'on est vraiment dans une période d'invention. Et comme dans toutes les périodes d'invention, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas, mais il y a des tas de choses qu'on commence à deviner. Ce qu'on ne sait pas, c'est effectivement ce qui sortira de ce foisonnement de combinaisons inédites de biens et services. Parce que moi, je pense qu'on entre dans une nouvelle économie qui est, moi j'aime bien appeler l'économie de la solution. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des entreprises qui, d'un côté, fabriquent des produits pour les vendre à des consommateurs ou des entreprises. Vous avez des utilisateurs et des entreprises qui co-inventent ensemble des solutions qui mélangent des services et des biens pour trouver des solutions. C'est pour ça que le débat sur est-ce qu'il y aura de la croissance demain ou pas, la réponse est oui, il y aura de la croissance, puisque la croissance c'est quoi? C'est de la création de valeur, et que la valeur, elle viendra sans doute moins de la production de biens que de l'utilisation de services, elle viendra moins de l'avoir plus, et elle viendra davantage de ce qu'on peut appeler l'être mieux. Et quand c'est comme ça, il y a des tas de trucs qu'on ne sait pas. Est-ce que vous connaissez Thomas Watson, par exemple? Thomas Watson, en 1943, fondateur d'IBM. Est-ce que vous savez combien il pense qu'il va vendre d'ordinateurs dans le monde? Ouais, 5. 5. Voilà. Et donc, Bill Gates, il n'y a pas longtemps, il y a 20 ans, il pense que quelques centaines de milliers de gigaoctets, ça suffira sur les ordinateurs. On compte maintenant en téraoctets. Donc, moi je pense qu'on a des tas de nouvelles solutions qui vont générer énormément de valeur. Et sur l'innovation, moi je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde totalement différent, où il faut que vous oubliez tout ce que vous avez, alors je ne devrais pas dire ça dans une école, mais vous devez oublier tout ce qu'on vous apprend sur l'innovation. C'est-à-dire qu'avant on vous disait, il faut faire un plan à 5 ans
pour envisager un produit qui va... Non, vous ne pouvez plus prévoir ce que sera le monde dans 5 ans. Est-ce que vous croyez que Nokia, quand ils avaient, à la fin des années 2000, quand ils avaient encore 60% du marché du téléphone, est-ce qu'ils auraient cru que quelques années plus tard, ils auraient plus que 5% du marché du téléphone? Non. L'avenir est imprévisible, il faut s'y adapter. Je crois à l'invention. Alors, et donc, je termine sur cette idée d'innovation, sur cette idée que tout ce qui fonctionnait avant, par exemple, tu parlais de la 380. La 380, on l'a d'abord pensée, on l'a fabriquée, et après on a essayé de le vendre. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, tu vends avant de fabriquer ton produit. Tu penses qu'aujourd'hui, il faut être le premier à inventer un nouveau marché. Mais c'est pas vrai. C'est jamais ceux qui sont inventeurs qui réussissent. Prends l'exemple de Tinder. Vous connaissez tous Tinder quand même. Voilà. Bon. Et ben, en 2013, aux États-Unis, vous avez 3 sites. Déjà, le marché de la rencontre, il est partagé entre 3 sites. Donc Tinder n'invente pas le site de la rencontre. 6 mois après, Tinder a 80% du marché. Donc voilà, ne croyez pas qu'il faut être les premiers, ne croyez pas qu'il faut avoir des grands projets, etc. Est-ce que vous croyez franchement que Mark Zuckerberg, dans sa petite chambre à Harvard, quand il a commencé à faire son petit réseau, il croyait qu'il allait inventer Facebook? Non. Donc l'invention, c'est quelque chose aujourd'hui d'extrêmement concret, expérimental, donc je dis que c'est à la portée de tout le monde. Parmi vous, il y a sans doute des gens qui vont inventer des trucs demain qui vont changer la vie du monde entier. Non, c'est pas le consommateur qui s'inquiète. Celui qui s'inquiète, c'est le producteur et c'est le travailleur. Et il se dit que dans les précédentes révolutions industrielles, ça s'est systématiquement accompagné d'une forte croissance et d'une multiplication des emplois sophistiqués. Et là, il se dit que dans cette mutation technologique qui va très vite, finalement, une partie de l'intelligence artificielle peut remplacer, dans certains cas, l'intelligence humaine. Eh bien, il y en a certains qui se disent, moi, en termes de formation, je ne vais pas assez vite, géographiquement, je suis un peu figé, est-ce que je ne vais pas finalement finir déclassé? Et aujourd'hui, c'est le travailleur qui s'inquiète et c'est le consommateur qui gagnera. Il y a des vraies questions posées et j'ai tendance à être un petit peu moins affirmatif qu'Emmanuel. Alors, les questions, j'aimerais vraiment que les étudiants interviennent, sinon je poserai ma propre question. Est-ce qu'il y a des questions? Allez, on reviendra plus tard. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de révolution digitale, on pense systématiquement à la dématérialisation, au cloud, au big data, aux réseaux sociaux aussi. Alors, en tant que particulier, j'ai envie de dire, personnes physiques ont subi de plein fouet toute cette transformation. Mais en tant qu'entreprise aujourd'hui, comment les entreprises réagissent-elles face à cette déferlante des nouvelles technologies? Est-ce qu'elles ont le temps de s'adapter déjà? Oui, alors par rapport à ça, effectivement, je vais rebondir sur 2 choses qui ont été dites par Nicolas. D'abord sur la petite anecdote sur l'eau potable et tout ça, quand Larry Summers, et c'est intéressant comme histoire pour les étudiants ici. Oui, non, mais je vais rebondir dessus très rapidement. Quand Larry Summers fait son exposé en 2013 de FFI, il pose effectivement la question, vous avez le choix entre, alors invention et innovation, je finis par très bien savoir comment tu interprètes ces mots, mais vous avez le choix entre une société qui a innové, c'est-à-dire une société qui a la salle de bain, et vous gardez juste la 3G sur le plan téléphonique. Et puis vous avez une société inventive qui prend la 4G, mais vous gardez les toilettes sur le palier, vous allez aux bains-douches municipaux. Et il dit, dans l'assistance, qu'ils sont ceux qui choisissent la 3G et la salle de bain, et ceux qui choisissent la 4G et les bains-douches. Tout le monde choisit la 3G et la salle de bain, sauf les 3 Français qui sont là. Alors les gens se posent des questions sur le rapport des Français à l'hygiène. Et en fait, quelle est l'origine de la question? Quel est le problème qui est derrière ça? C'est que la question a été posée en anglais. Et donc les 3 Français n'ont pas compris la question. Vous savez que quand on va faire des affaires aux États-Unis, les hommes d'affaires disent, vous savez, quand vous voulez faire des affaires avec des Français, le choix entre essayer de comprendre l'anglais qu'ils parlent ou apprendre le français. Et je vous conseille d'apprendre le français. Et donc, ma première remarque, purement de conseil de professeur, soyez bons en anglais. Mais vraiment bons en anglais. Et je le dis d'autant plus que je suis très attaché à la francophonie. Ne négligez pas la culture française. Mais la première chose qu'on doit apprendre dans une école de commerce, c'est d'être bon en anglais. La deuxième chose, vous êtes dans une école de commerce. Et donc, on rebondit sur comment les entreprises doivent bouger par rapport au digital. Je pense que les entreprises ont 2 choses à faire par rapport au digital. La première chose, c'est de concevoir et de comprendre qu'effectivement,
On va rentrer dans un monde où l'enjeu, c'est la concurrence. C'est-à-dire qu'on rentre dans un monde où le digital a comme impact, et je maintiens ça, de casser systématiquement les monopoles avec des coûts d'entrée qui sont coûts d'entrée très faibles. Emmanuel a dit, celui qui va gagner, ce n'est pas forcément celui qui est le premier. C'est-à-dire que quand vous construisez une usine sidérurgique, avant que votre concurrent apparaisse, ben, il faut faire de hauts fourneaux. Et ça demande du temps, de l'investissement et tout ça. Quand vous êtes dans le digital, une fois qu'il y a quelqu'un qui a repéré ce que vous faites, il va faire la même chose. Schumpeter, qui est un grand théoricien de la création, de l'expression créatrice, disait que ce qu'il y a de caractéristique dans la société industrielle, c'est que c'est une société d'entrepreneurs, et qu'il y a deux choses qui menacent l'entrepreneur: l'imitateur, c'est-à-dire le concurrent, et le planificateur, c'est-à-dire l'État qui va l'assommer d'impôts. Le planificateur va continuer à sévir, mais dans le digital, celui qui monte en puissance, c'est l'imitateur. C'est-à-dire que l'entreprise, dans le monde du digital, doit être en permanence avec 6 mois d'avance par rapport à ses concurrents. Et donc c'est un sacré défi, parce qu'on ne se repose jamais. Tous les matins, quand on se lève, quand on dirige une entreprise dans le monde du digital, on doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont encore inventé autour de moi qui va me couler? On a parlé de Nokia qui a disparu, on a parlé de toutes ces entreprises qui disparaissent à une vitesse phénoménale. Et la deuxième chose, je pense, que pour les entreprises, c'est que, et là aussi je parle à des étudiants, c'est que l'entreprise industrielle, lorsqu'on avait le diplôme, on rentrait à un certain niveau dans la hiérarchie d'entreprise et on vivait à ce niveau de hiérarchie. Je pense maintenant que les entreprises raisonnent de moins en moins en diplôme, de moins en moins en skill et de plus en plus en education. C'est-à-dire de moins en moins en savoir-faire et de plus en plus en savoir-être et en compétences. Ce qui veut dire que les entreprises vont être obligées en permanence d'organiser l'adaptation, la formation, la remise au niveau de leur main-d'œuvre, avec comme enjeu pour cette main-d'œuvre de considérer que rien n'est jamais acquis. Je vais juste prendre là aussi un exemple, et puis je donne la parole à mes collègues. Marie Barra, qui est la directrice générale de General Motors, a annoncé au mois d'octobre qu'elle allait supprimer 14 000 emplois sur les 180 000 emplois de General Motors, avec un objectif de faire 15% d'économie sur la base salariale de General Motors. Quand vous supprimez 14 000 emplois sur 180 000 avec un objectif de 15%, ça veut dire que vous tapez en haut de la hiérarchie salariale. C'est-à-dire que les gens qui se considéraient précédemment comme abrités, qui considéraient que toutes les révisions en réorganisation d'entreprise allaient se traduire par de l'automatisation dont l'objectif était d'éliminer les plus bas salaires, ces gens-là se trompent sur ce qui se passe en ce moment. Et les réactions à ça doivent être violentes. Parce que le PDG de Renault-Nissan est allé à Tokyo pour expliquer à Nissan qu'il allait faire la même chose, sauf qu'il n'a pas eu le temps. Et donc il y a des gens qui ont réagi violemment à ce qu'il avait essayé d'annoncer. Et donc on rentre dans une phase où il y a des enjeux aussi, ça va être de redéfinir les relations sociales dans le monde du numérique au sein de l'entreprise, dans un contexte où, encore une fois, ceux qui vont être remis en cause ne sont plus exactement ceux qui ont été en cause systématiquement précédemment. Juste pour compléter la question, je crois qu'il y a 2 stades. Il y a d'abord le stade où cette révolution, cet apport des technologies digitales permet une forme d'optimisation du monde ancien. Dans l'entreprise, l'utilisation effectivement des outils numériques, ça nous permet par exemple d'optimiser une politique de tarification parce que vous vous rendez compte que vous ne faisiez pas forcément la bonne offre au bon client au bon moment. Ça vous permet d'identifier des segments de clientèle que vous aviez délaissés. Ça nous permet d'optimiser une politique de transport, par exemple de la logistique. Donc vous avez une forme d'optimisation. Et puis moi je pense que le deuxième stade, qui est le stade auquel sont déjà beaucoup d'entreprises, c'est de se dire qu'avec cette révolution de la donnée, qui est quand même la révolution majeure, qui fait que vous avez plus besoin de faire du marketing, par exemple, parce que le marketing, c'est que vous essayez de convaincre des gens de faire quelque chose. Or, vous savez, avec les données maintenant, exactement ce qu'ils font. Et donc, moi je crois beaucoup à l'idée qu'avec toutes ces nouvelles solutions, on va pouvoir développer des processus radicalement nouveaux, qui vont déboucher sur des possibilités totalement nouvelles, la blockchain, le deep learning, etc. Et que ces combinaisons vont inventer ce que moi j'appelle encore une fois des solutions
qu'on rentre dans le monde de la personnalisation, dans le monde de l'immédiateté, et ça c'est quand même une révolution majeure. Juste pour terminer par rapport à ce qu'il dit, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, messieurs. C'est pas le cas toujours, hein. Mais pour avoir, on regarde d'à peu près le sujet effectivement de la numérisation des entreprises, les principaux créateurs d'emplois aujourd'hui sont les PME, c'est pas vrai, ce sont les entreprises de taille un peu plus grosse. Et ok, ce que dit Emmanuel est totalement vrai, mais tout le monde n'est pas General Motors, tout le monde n'est pas Nissan. Et en fait, quand vous regardez le tissu des entreprises qui sont la majorité des entreprises, ils sont encore aux fraises en matière de numérisation, en matière de transformation digitale. Vous leur parlez big data, ils savent, c'est un concept que tout le monde ne maîtrise pas. Il y a plein de patrons qui ne savent pas comment ça fonctionne. Tous ces phénomènes d'optimisation sont absolument pas opérationnels partout. Donc il y a véritablement là un gisement de croissance et de création d'entreprises et d'accompagnement à la transformation digitale pour des gens qui ont la conviction qu'il faut le faire, qui ne connaissent pas le chemin à suivre pour le faire, qui ne savent pas combien ça va leur coûter, qui sont encore un peu effrayés à l'idée qu'il va falloir s'y mettre, tout en étant convaincus qu'il va falloir le faire. Je suis persuadé que dans cette salle, il y a certainement des gens qui vont mettre au point des business d'accompagnement et de transformation digitale, parce que je crois que c'est un véritable nouveau secteur d'activité. Il y a des secteurs qui disparaissent avec la transformation de l'économie, mais généralement, tout se transforme. Il y a des secteurs qui apparaissent. Hein. On a eu le cocher, qui est devenu le conducteur de la voiture, et puis ensuite on a eu le conducteur de VTC, et puis on aura la voiture autonome. Voilà. Alors, rien ne se perd, tout se transforme. C'est tout.